sens de la vie? Quel est le sens de la vie? Allons-nous dans la bonne direction? Comment interpréter notre temps? Comment interpréter? La crise que nous traversons a-t-elle un sens? À quoi servent les À philosophes? quoi servent les philosophes? Des questions, nous nous en posons tous. C'est pourquoi nous avons demandé à un professionnel de la pensée, le philosophe français Paul Ricoeur, de nous proposer quelques pistes de réflexion. Monsieur Ricoeur, voilà, vous nous avez donné rendez-vous au bistrot. Vous nous avez dit, voyons-nous au Rostand. Je me demandais pourquoi au café. Est-ce que vous recevez les gens au café? D'abord, pour moi, c'est un lieu plus qu'historique, mais mythique. Si le mythe, c'est le temps des origines, je crois qu'il y a 63 ans que je suis venu ici pour la première fois, peut-être même à cette place, tout près d'un autre lieu mythique qui est pour moi le jardin du Luxembourg, qui était tout à côté du domicile de Gabriel Marcel, dont je fus l'élève précisément dans cette année 1934-35, l'année où je préparais l'agrégation de philosophie. Est-ce que ça a un sens de faire de la philosophie au café? Pourquoi pas, puisque nous en faisons bien ici aujourd'hui. Alors, pourquoi pas? Moi, je dirais que la philosophie, on va peut-être en parler plus longuement, elle peut être faite à tous les niveaux, avec tous les publics, et même peut-être avec des publics d'enfants. Il y a même un âge métaphysique, entre 7 et 8 ans, où les enfants posent des questions sur la mort, sur la naissance, leur origine, où on va, où allons-nous, où sommes-nous, où allons-nous? C'est la question des gnostiques, mais les enfants la posent. Il y a une philosophie pour tous les âges, pour tous les milieux. Est-ce que le philosophe doit être un espèce de détective qui recherche les assassins de la pensée? Est-ce que le philosophe, c'est plutôt un poète qui va résister parfois au pouvoir, l'interpeller? Est-ce que c'est plutôt un créateur, quelqu'un qui va inventer des fictions qui vont diriger une civilisation ou un peuple? Ou simplement un pédagogue, quelqu'un qui va apprendre à penser à un autre? Nous sommes les transmetteurs de grands textes. Number one. Bon. Et à partir de là, se posent toutes les autres questions. Et alors, j'intercalerai encore, avant la réponse à votre question, une autre fonction. C'est d'être en contact avec l'une ou l'autre des sciences. Tous les grands philosophes ont été en dialogue avec des sciences. Platon avec les géomètres, Descartes avec l'algèbre, et encore Bergson, je disais que depuis Hegel, Bergson avec la biologie. Et alors, après ça, nous rencontrons votre question, qui est plutôt la figure publique du philosophe. Alors là, je pense qu'il s'est produit un changement important dans les 30 dernières années. C'est le déclin de la figure du philosophe strident. Le dernier, c'est Sartre, homme public. Et puis, alors ce que moi j'appellerais aujourd'hui le travail beaucoup plus modeste dans des équipes. Par exemple, moi j'ai un très très bon ami, Bernard Williams, en Angleterre, mais il est dans une commission sur la pornographie des films, et de savoir jusqu'où peut aller la liberté d'expression ou la protection de la jeunesse. Alors là, qu'est-ce que fait le philosophe là? Il va aider à argumenter correctement. Je dirais qu'il est ici, un professionnel de l'argumentation. Et alors, vient, par dernier lieu, mais comme la dernière chose dont on peut parler, ça ne veut pas dire que ça vient en dernier lieu dans le temps et dans l'ordre d'importance, la créativité. Alors, un philosophe, c'est aussi quelqu'un qui écrit ou qui parle dans l'enseignement, mais aussi dans la production de ses livres. Donc une des questions qui m'inquiète et qui me turlupine à la fois, c'est la question du sens. Je vois qu'elle vous tourmente. Ouais. Parce que j'ai l'impression que le monde, quelque part, a perdu beaucoup de sens et beaucoup de gens ont perdu le sens de leur vie. Et donc je me dis, il y a une perte de sens dont il faut parler. Moi je dirais que c'est le rapport immédiat au sens qui est effacé. Mais que... Alors c'est mon problème d'interprétation, qui est vif, qui n'est pas simplement une question de lecture de texte, etc. C'est aussi la lecture de ses propres héritages. Or, moi je dirais qu'il y a pas un vide, mais un trop-plein, mais
un trop-plein qui n'est pas réexaminé. Je pense au mot de Socrate, c'est pas une vie qui n'est pas examinée, n'est pas digne d'être vécue. Alors, il faut réexaminer nos héritages. Et alors, nous découvrons que non seulement ils nous transmettent du sens, mais qu'en même temps, dans le passé, il y a eu des promesses non tenues, c'est-à-dire des ressources de sens qui n'ont pas été effectuées. Le passé, ce n'est pas simplement ce qui a été fait, mais ce qui aussi n'a pas été fait. Alors, il y a une sorte de relève, si vous voulez, de nos héritages gréco-latins, judéo-chrétiens, médiévaux, la Renaissance, la Réforme, les Lumières. Alors, tout cela, ce sont des charges de sens, mais qu'il faut réexaminer, réévaluer. Alors, moi, je ne crois pas que nous soyons dans le vide. Nous sommes dans un trop-plein, mais rendu comme inaccessible, comme si nous regardions ça à travers une vitre. Paul Ricoeur parcourt la vie depuis plus de 80 ans à la recherche du sens. On dit de lui qu'il est le philosophe de l'interprétation, car il a consacré la totalité de ses travaux à étudier comment interpréter notre monde. Croyant et protestant, il a lu et analysé les grands textes fondateurs des sociétés, les mythes, la philosophie, et aussi la littérature, la psychanalyse, le droit. Aucun bonheur ni aucun malheur de la vie n'échappe à sa recherche du sens. Pour le philosophe Paul Ricoeur, la crise fait partie de l'existence. En quoi consiste la crise dont tout le monde parle? D'abord, on peut dire que l'humanité a toujours été en crise. Nous ne sommes pas des animaux programmés génétiquement. Et donc, nous avons à inventer notre conduite, et plus que notre conduite, les règles de notre conduite. Bon, alors, ce qu'il y a de spécifique, c'est qu'il y avait une plus grande stabilité des institutions de référence. Depuis les institutions de la vie économique et du travail, les institutions sociales qui organisent le lien humain, les institutions culturelles, les institutions religieuses. Alors, toutes sont en crise. Alors, qu'est-ce qui est commun à ces différentes crises? C'est la crédibilité dans leur supériorité, c'est-à-dire dans leur autorité. Et je pense qu'il y a là un paradoxe qui tient à l'idée même d'autorité. Une autorité, si nous pensons que c'est quelque chose qui nous est supérieur. Mais en même temps, c'est supérieur parce que nous croyons que c'est supérieur. Alors, c'est la crédibilité qui est le lieu de la crise. C'est une crise de confiance. Crise de confiance. Mais pourquoi c'est important? Parce que, à la base des relations humaines, il y a la confiance dans la parole de l'autre. Et c'est la première créance, je dirais, la confiance que nous avons dans la parole d'autrui. Alors lorsque cette parole circule de façon égalitaire, elle se corrige constamment, mais lorsqu'il y a une parole dominante et qui doit nous instruire et nous guider, et si nous en doutons, alors c'est ce lien hiérarchique qui est ébranlé. Quelle est la solution que vous proposez en tant que philosophe à ce contexte de crise? Non, mais je ne crois pas qu'il faut parler en termes de solution, parce que toute solution est elle-même un élément du problème et crée de nouveaux problèmes. Prenez par exemple toutes les discussions que nous avons actuellement sur le partage du travail, sur la réduction du temps de travail. Je dirais qu'actuellement même, il y a tant au pléthore de propositions et dont aucune ne convainc. C'est un des aspects de la crise aussi, c'est que nous sommes beaucoup plus doués pour la description de la crise que pour sa résolution. Et c'est même, on peut dire, la crise de la solution qui fait partie de la crise. Et dans le domaine, par exemple, de la démocratie, est-ce que cette crise se matérialise de façon particulière? Alors, je crois qu'elle se matérialise, elle se précise dans le rapport avec nos élus. Parce que nous sommes partis sur une hypothèse, et nous n'avons aucune de rechange, que la démocratie est démocratie représentative, c'est-à-dire l'élection. Et on voit que toutes les révolutions ont échoué sur ce problème-là. Les systèmes totalitaires ont disparu lorsque les gens ont pu choisir leurs représentants. Or, précisément, ce qui nous arrive à nous, en particulier à l'Europe occidentale, c'est que nous ne nous reconnaissons plus dans nos représentants. Quelle est la spécificité de l'analyse philosophique de la crise actuelle, de la crise dans la démocratie, de la crise dans le travail, par exemple? Ah, mais je crois que c'est la
représentation de nous-mêmes, comment nous estimons. J'attache beaucoup d'importance à cette notion d'estime de soi qui est beaucoup plus que le respect. Le respect a quelque chose de trop raisonné et de trop révérencieux, si vous voulez. Mais l'estime de soi, c'est une sorte d'approbation profonde d'exister et d'être soi-même un acteur de l'histoire. Et c'est cela qui est en cause, c'est que nous ne sommes plus sûrs d'être un producteur d'histoire, d'être celui qui fait l'histoire. Elle est beaucoup plus subie. Je pense que c'est peut-être l'arrière-plan de toutes les crises institutionnelles, c'est que, comment dirais, l'histoire se fait dans notre dos et on ne sait pas qui la conduit. De plus en plus de gens disent que la justice est devenue injuste. Que faut-il penser de cela? Oui, mais la justice est à la fois une vertu et une institution. Alors les deux ne coïncident pas forcément. Il y a une exigence très très haute dans la justice qui est de traiter également les cas semblables. C'est la base même du rapport entre justice et égalité. Mais aucune institution n'est à la hauteur de cela. C'est pourquoi vous avez toujours un décalage entre l'institution et la vertu de justice. Donc une société juste serait une société qui arbitrerait bien les injustices. Ah oui, mais on peut soutenir ce paradoxe-là, mais parce que la justice est tout à fait imparfaite. Elle est simplement d'un degré supérieur à nos propres conflits. C'est un cran au-dessus. C'est ce que Lévinas appelait le tiers, n'est-ce pas? Il y a le tiers entre nous. Mais le tiers n'est pas Dieu, c'est pas des anges, c'est pas des démons, c'est d'autres hommes que nous avons placés au-dessus de nous, selon certaines règles de recrutement. Et alors nous les reconnaissons comme ayant le droit de décider. L'important, ce n'est pas de punir, faire souffrir, c'est de dire le droit. C'est de dire qui est le coupable et qui est la victime. Moi, je dirais que dire le droit, c'est départager en vérité les uns des autres. Et alors là, il faut une parole forte et qui soit crédible. Je dirais que l'indignation, c'est notre réserve de justice. Mais en même temps, l'indignation a une limite et même un défaut. C'est qu'elle est trop liée à la vengeance. On veut se faire justice à soi-même. Et alors là, la justice bascule de nouveau vers la violence, alors que la fonction de la justice, c'est d'arbitrer les conflits qui peuvent dégénérer en violence. Et dans le domaine de la justice sociale, vous n'avez pas l'impression qu'elle dépend un peu trop de la logique marchande? Oui, alors moi j'aime bien que vous soulevez ce problème parce que j'ai donné tout à l'heure une définition très simple et la plus simple possible de la justice. Je disais traiter également les cas égaux, les cas semblables. Mais vous avez le difficile problème qui a été posé déjà par les anciens, par les médiévaux, des partages inégaux. Et les partages inégaux, c'est pas simplement des partages de fortune, de biens matériels, mais l'autorité, tout le monde ne commande pas. Vous avez des hiérarchies dans l'enseignement, des hiérarchies dans l'entreprise, et donc vous avez une répartition inégale du pouvoir de décider. Donc le problème des partages inégaux n'est pas simplement un problème économique. Tout le monde n'est pas riche, tout le monde n'est pas pauvre. Et parce que, en même temps, nous avons ce paradoxe qu'une société qui serait complètement égalitaire, c'est-à-dire à chacun la même part, serait probablement une société violente. Parce qu'il faudrait toujours qu'il y ait une autorité pour couper les têtes qui dépassent. Et c'est-à-dire que l'égalitarisme est un régime violent. C'est un paradoxe étonnant. Quelle possibilité l'homme a-t-il pour interpréter le temps de sa vie ou le temps de son époque? Mais c'est d'abord en racontant. Je me suis intéressé au récit précisément parce que c'est pas un genre littéraire savant. Oui, certes, il y a le roman, il y a l'autobiographie, il y a les confessions, etc. Mais d'abord, il y a la conversation ordinaire. Et lorsque nous rencontrons quelqu'un de nouveau, qu'est-ce que nous lui demandons? D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Et il raconte une petite histoire.
Et nous échangeons constamment des histoires pour savoir qui nous sommes et qui est qui. D'abord, je crois qu'il faut voir comment l'interprétation vient dans le récit. Parce que raconter une histoire, ce n'est pas mettre bout à bout des petits incidents. C'est faire courir un fil, ce qu'on appelle la trame de l'histoire. Moi, j'ai employé l'expression de mise en intrigue, l'intrigue. Bon. Or, on peut toujours raconter autrement les mêmes faits. Et collectivement, existe-t-il des récits d'une société, des récits d'un pays, d'un peuple? Ça, ce serait le problème de l'imbrication l'une dans l'autre de chacune de nos mémoires. Nous avons chacun des souvenirs, nous ne pouvons pas transférer d'une mémoire dans l'autre, nous avons notre mémoire. Mais d'autre part, puisque nous exprimons dans des récits nos propres souvenirs, nous les exprimons dans la langue de tous. Et la langue de tous, c'est un phénomène public. Alors, nous sommes reliés comme ça alors à des récits qui circulent, dont certains sont des récits fondateurs. Les récits fondateurs de notre identité collective et non plus de notre identité personnelle. Alors je crois que le récit, justement, c'est sa force de circuler d'une mémoire à l'autre et des mémoires individuelles à la mémoire collective. Est-ce qu'il y a moyen d'interpréter ce qui vient de se passer en Bosnie ou en Yougoslavie au moyen de la grille du récit que vous avez forgée? Oui, la question que vous posez sur la Yougoslavie est particulièrement difficile parce que vous avez un enchevêtrement de plusieurs histoires collectives. Ce sont plus simplement des destins individuels, ce sont des histoires collectives. Et en plus, ce sont des histoires de mémoire blessée. Parce que ce qui est gloire pour les uns est souffrance pour les autres, humiliation pour les autres. C'est-à-dire sur les mêmes... qu'est-ce que c'est qu'une guerre perdue? C'est une guerre gagnée par un autre. Donc on ne va pas faire le même récit. Le récit de la victime et le récit du vainqueur. Mais alors, il n'y a pas de point de vue vrai. Nous sommes obligés d'entendre les récits des uns et des autres. Alors ça pose le problème politique. Est-ce qu'une médiation est utile dans ces cas-là? Est-ce que quelqu'un peut voir un peu tous les côtés à la fois et avec une sorte d'œil impartial? Et ça, c'est le problème alors des institutions internationales, avec toujours le danger alors d'intervention qui brutalise les mémoires. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un nouveau récit qui est occupé à s'écrire par les SDF, les pauvres, les gens qui sont dans la rue, et aussi dans la manière dont les médias traitent de ces choses-là? Oui, mais je suis très attentif à cet aspect des choses parce que vous touchez là au fait que beaucoup des récits, des grands récits, ont été des récits des vainqueurs. Et nous sommes maintenant, peut-être à cause de l'écrasement de la classe ouvrière au XIXe siècle, puis après ça, des victimes de minorités ethniques et la Shoah, nous sommes sensibles à ce qu'on pourrait appeler le phénomène général de la victimisation. Et alors, tout d'un coup, on se dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas réécrire l'histoire du point de vue des victimes et non pas du point de vue des vainqueurs? Y a-t-il des faits qu'une société ne peut jamais oublier? L'extermination des Juifs par les nazis, par exemple? Oui, alors d'ailleurs, c'est très intéressant, même dans le langage, si vous voulez, quand on parle du devoir de mémoire, c'est qu'on met la mémoire au futur, alors que ce qu'on se souvient, c'est du passé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tu continueras de raconter. L'interdiction, en quelque sorte, d'oublier, c'est un devoir de continuer de raconter. C'est-à-dire que ici, la mémoire est mise en relation avec le futur. C'est-à-dire que ce qui m'a été transmis, eh bien, il faut que je le transmette. Et je suis moi-même une sorte de jalon dans la suite des générations. N'est-ce pas? Ce qui est important dans la Shoah, c'est bien entendu l'exactitude des détails, les détails. Il n'y a même que des détails affreux. Mais en même temps, c'est l'instruction. D'ailleurs, le mot juif de Torah est très bien placé ici. La Torah, c'est une instruction. Et savoir quelle instruction en tirons-nous? Parce que si nous n'en tirons aucun enseignement pour mieux vivre et pour éviter simplement que cela se reproduise, c'est la valeur d'avertissement. Je fais remarquer d'ailleurs que le mot latin de monument, c'est quelque chose qui nous avertit, monere, qui nous avertit. Et donc,
quel est l'avertissement vers le futur? Parce que sans ça, la mémoire est stérile, c'est le ressassement. Et donc nous retournons dans la répétition. Alors je pense que le vrai travail de mémoire, c'est un travail qui instruit la possibilité d'un futur plus pacifique, moins destructeur. Les anciens Grecs, pour connaître le futur, consultaient les devins. Nous, aujourd'hui, je pense qu'on a plus tendance à consulter les spécialistes en probabilité. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne manière d'appréhender le futur? Cela dépend des problèmes. Il est certain que notre projection du futur est échelonnée entre la prévision, alors quantitative, c'est la base statistique, et puis à l'autre extrémité, l'utopie. Et il faut remplir cet intervalle entre la prévision et l'utopie. Alors déjà, je dirais que même à l'intérieur de la prévision, les économistes nous ont habitués à échelonner les degrés de probabilité. Et c'est déjà beaucoup. Le court terme, le moyen terme, le long terme. Après ça, c'est un futur de plus en plus indéterminé. Et je crois que c'est une très très bonne discipline de pensée, de savoir sur quelle longueur de temps nous pensons. Et je dis que c'est très important parce que le politique, par nécessité, par contrainte, est centré sur le court terme. Parce que le problème d'un homme politique, c'est sa survie. La réélection, dans des systèmes électoraux comme les nôtres, alors, c'est un handicap terrible, parce que le court terme de la survie d'un homme politique, d'un parti politique, fait écran à la capacité de se projeter sur le long terme. Or, les économies modernes, en particulier, exigent plus, en tout cas certainement plus que le court terme de la survie politique d'une équipe ministérielle, d'un Premier ministre, d'un régime, même d'un régime. Est-ce que vous avez un scénario du futur? Non, mais je pense que il faut plutôt se poser la question, est-ce que mes choix politiques ont des ressources de durée? Est-ce que je reste enfermé justement dans ce que le pouvoir politique présent voudrait m'imposer comme vision, c'est-à-dire sa propre survie? Alors je pense que le citoyen doit penser plus loin que les gens au pouvoir, pour justement préserver le sens du long terme. Il y a actuellement des mouvements comme les mouvements intégristes religieux qui font d'énormes promesses sur l'avenir et ça engendre un certain fanatisme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un devoir de méfiance du citoyen vis-à-vis de certaines promesses sur l'avenir? Oui, mais je ne crois pas que les intégrismes se définissent par leur capacité de projection dans l'avenir. C'est aussi l'exercice d'un pouvoir immédiat sur les âmes. Et moi, ce qui me paraît caractériser l'intégrisme, c'est la captation de la crédibilité. Nous avons commencé cet entretien précisément avec cette idée de la crédibilité. Et la crédibilité des institutions. Eux, ils jouent sur la crédibilité 100% de leur propre institution. Et alors, il y a un effet de fermeture. Et moi, je dirais que le critère de la liberté religieuse, c'est la capacité de sortir de sa propre confession et d'en adopter une autre. Si ma confession permet cela, elle n'est pas une secte. Non, il ne faut pas faire le livre de trop. Alors, ça, c'est important. Alors, il ne faut pas faire de grands projets à mon âge. Il faut faire ce qu'on peut, mais ne pas dire « ceci sera mon prochain livre, et il y en aura encore après, et puis, et peut-être le dernier. Je ne sais pas quel sera mon dernier écrit, c'est peut-être maintenant la page que je suis en train d'écrire. Donc, je ne dois pas m'occuper de la fin. Je dois m'occuper d'être vivant, agissant et pensant jusqu'à la mort. Et le travail sur soi-même que tout homme doit faire, me semble-t-il, et peut-être qu'on le fait plus facilement quand on est vieux, c'est se désintéresser
de la date de sa mort. Ça arrivera toujours de façon différente de celle qu'on avait prévue. Et alors le problème, c'est justement de se détacher de cette question-là. Et d'avoir n'avoir que deux idées. Premièrement, pour moi, être vivant et savoir ce que je peux encore faire. Et puis deuxièmement, remettre à mes successeurs, mes descendants, leur part de mémoire humaine de moi, l'héritage dans lequel ils auront à trier, y compris le parricide. Et entretenir ces deux idées, le détachement de la rage de vivre, et d'autre part le transfert sur l'autre. C'est ce que j'ai appris chez Lévinas. Je crois au contraire, alors ça ce serait du côté aussi de Sartre, lorsqu'il disait c'est toujours un accident. Et on meurt soit trop jeune, soit trop vieux, mais c'est jamais au bon moment. Par conséquent, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas rationnel, c'est de l'absurde. Alors, je dois penser à la vie et non à la mort. J'ai écrit, je crois, dans les entretiens que j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un de gai, malgré peut-être la sévérité du professeur.